Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. 242 000 candidats répartis dans 756 centres de composition sur toute l'étendue du territoire national affrontent les épreuves de l'examen du certificat d'études primaires CEP session de juin 2021. Vous aurez le compte rendu de la cérémonie de lancement dans la commune d'Abomey-Calavi dans cette édition. Double célébration ce jour, le Bénin célèbre ce lundi la 3e journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments, mais aussi la 8e édition de la semaine des frontières béninoises. Et puis au Mali, 2 semaines jour pour jour après son second coup d'État en 9 mois, le colonel Assimi Goïta officiellement investi ce lundi 7 juin 2021 au Centre international de conférence de Bamako. Bienvenue à toutes et à tous. L'examen du certificat d'études primaires CEP a démarré dans la matinée de ce lundi 7 juin 2021 sur l'ensemble du territoire national. 242 000 candidats affrontent les épreuves dans 756 centres de composition. C'est le centre Ayou dans la commune d'Alada qui a servi de cadre pour le lancement officiel par le ministre de l'enseignement primaire. Dans la commune d'Abomey-Calavi, c'est dans l'arrondissement de Togba que le top de la composition a été donné. Suivez le compte rendu de Clémence Tonoucoin et Denis Marouya. C'est le son de cloche qui a donné le top de la composition de l'examen du certificat d'études primaires CEP, session de juin 2021 au centre de Toba, dans la commune d'Abomey-Calavi. 360 candidats composent dans ce centre sur les 364 inscrits. L'équipe de la mairie de Calavi, conduite par la première adjointe au maire, dès son arrivée, a sillonné les salles de composition pour s'assurer que les dispositions sont prises pour permettre aux candidats de composer dans des meilleures conditions et surtout pour leur doper le moral. L'équipe à son arrivée a parcouru tous les centres, toutes les salles de composition. Et nous avons vu que les enfants sont gais parce que le premier facteur qui perturbe le candidat, c'est le climat. Il n'y a pas eu la pluie, le jour est ensoleillé, donc ça leur donne plus de vigueur. Nous leur avons prodigué de sages conseils comme quoi de ne pas être crispé. Ce n'est qu'une évaluation. Une évaluation est la dernière formule, la plus simple qu'on impose à l'apprenant pour voir au moins s'il a tenu tout le long de l'année. Mais je pense qu'ils sont tous au point. Composé de 5 arrondissements, Abomey-Calavi 1 comporte 31 centres de composition. Gaston Tolo, chef de la région pédagogique 11, donne plus de précisions sur les statistiques de la zone. Calavi 1 est composé de 5 arrondissements, à savoir Toba, Abomey-Calavi Centre, Akassato, Ouedo et Trévier. Abomey-Calavi 1 compte 31 centres de composition, avec un effectif de 15 788 candidats, donc répartis dans ces 31 centres. Et pour le nombre de surveillants, nous avons 1060. La délégation de la mairie a ensuite mis le cap sur l'école primaire publique Tokan pour s'assurer que tout se passe également bien. Célébration de la 8e édition de la Semaine des frontières béninoises à partir de ce lundi 7 au 15 juin 2021. Une célébration qui entre dans le cadre de la Journée africaine des frontières. À cette occasion, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, a délivré ce vendredi un message. Voici un extrait du contenu de son message au micro de Kano François Oumbédirinto. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, le 7 juin de chaque année, la communauté internationale célèbre la Journée africaine des frontières. Instituée depuis 2010 par la Commission de l'Union africaine dans le cadre de la mise en œuvre de son programme Frontières, cette journée permet de sensibiliser la population
sur les enjeux politiques, économiques, humains et sécuritaires. Il s'agit d'éliminer les sources de tension aux frontières des États et de faire de ces zones frontalières des espaces de paix, de sécurité et d'intégration pour un développement économique, social et culturel harmonieux. À cette occasion, notre pays célèbre la 8e édition de la Semaine des frontières béninoises et invite tous les acteurs publics et privés à réfléchir sur le thème « Gestion intégrée des espaces frontaliers, outil privilégié pour la promotion de la cohésion régionale ». Chers compatriotes, ce thème a été retenu dans le but d'améliorer les conditions sociales et économiques et la résilience des régions défavorisées de notre pays et de renforcer le dialogue régional. En effet, les zones frontalières sont toutes confrontées à des disparités socio-économiques caractérisées par des défis de développement communs et persistants. L'absence d'une forte présence étatique et d'investissement public et les désavantages géographiques en termes de conditions naturelles alimentent parfois des griefs parmi les communautés locales. Le sentiment de marginalisation rend ces zones particulièrement vulnérables à l'expansion rapide de la violence et des retombées du conflit voisin au Sahel. D'autres chocs externes, comme les changements climatiques et la pandémie du Covid-19, exacerbent également la vulnérabilité des communautés. Sur la base de ces constats, le gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, depuis son avènement, apporte tout son soutien à la gestion intégrée des espaces frontaliers. Cet engagement justifie les profondes réformes en cours pour redynamiser la gestion des frontières dans notre pays. C'est pourquoi mon département s'emploiera à investir dans les zones frontalières pour stimuler les activités économiques et améliorer la connectivité, à renforcer les capacités des acteurs locaux et nationaux pour promouvoir des communautés inclusives et résilientes, à mettre en place des plateformes de coordination régionale et de dialogue. L'édition de la Semaine des frontières béninoises sera marquée cette année par des dons de médicaments aux populations vulnérables, des espaces frontaliers pour une bonne résilience, la mise en service des logements pour enseignants et de modules de salles de classe, les ateliers de formation et de sensibilisation des acteurs frontaliers et autres. Chers compatriotes, je saisis l'occasion de cette journée africaine des frontières pour témoigner la gratitude du gouvernement à tous les acteurs étatiques et non étatiques, à toutes les autorités locales et traditionnelles, et les exhorter à œuvrer en synergie aux côtés de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, ABGF, dans la mise en place d'une gouvernance frontalière locale exemplaire au service du développement local, gage de la réussite de la cohésion régionale. Et d'une journée à une autre, le Bénin célèbre également ce 7 juin la 3e journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a délivré un message au peuple béninois à cette occasion. Suivez un extrait de son message lu par la secrétaire du ministère Françoise Assogba-Komlan. Depuis le 20 décembre 2018, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté la résolution 73-250 proclamant le 7 juin Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments, prenant ainsi en considération le lourd fardeau mondial des maladies d'origine alimentaire qui touchent les individus de tous âges, mais surtout les enfants de moins de 5 ans et les personnes vivant dans les régions à faible revenu. La Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments a été instaurée pour renforcer la sensibilisation à tous les niveaux, promouvoir et faciliter les actions en faveur de la sécurité sanitaire des aliments sur la base des principes scientifiques, conformément aux mesures de l'Organisation mondiale du commerce. Pour l'année 2021,
Le thème retenu par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, et l'Organisation mondiale de la santé, OMS, est « Des aliments sains pour un avenir sain ». À travers ce thème, il est important de comprendre que la consommation et la production d'aliments sûrs ont des effets bénéfiques immédiats et à long terme sur les personnes, l'économie et la planète. En d'autres termes, une nourriture sûre contribue à une vie saine, une économie saine, une planète saine et un avenir sain. Selon la FAO et l'OMS, on estime que 600 millions de personnes, soit près d'une personne sur 10 dans le monde, tombent malades chaque année après avoir consommé des aliments contaminés et 420 000 en meurent. Les aliments insalubres représentent un manque à gagner d'environ 110 milliards de dollars par an pour les pays à revenus faibles et intermédiaires du fait des pertes de productivité et des dépenses de santé qui en découlent. Les maladies d'origine alimentaire entravent le développement socio-économique en sollicitant lourdement les systèmes de soins de santé et en portant préjudice aux économies nationales, au tourisme et au commerce. Cette situation pourrait même s'aggraver du fait de l'apparition continue de nouvelles menaces sur la sécurité sanitaire des aliments qui peuvent résulter des nouveaux procédés de production et de distribution, du changement dans nos régimes alimentaires et de la mondialisation du commerce. Devant ces faits qui démontrent l'ampleur des effets des aliments insalubres pour la santé publique et le développement durable des pays, les instances onusiennes, en l'occurrence la FAO et l'OMS, invitent les pays à renforcer leurs systèmes nationaux de sécurité sanitaire des aliments. Au registre politique, le parti Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN a enregistré de nouvelles adhésions ce week-end. C'est à travers une cérémonie officielle d'adhésion ce samedi à son siège à Décombé en présence du bureau exécutif national. Suivez le compte rendu de Samson Oké et Fiacre Voiton. Vague d'adhésion au parti Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN. Ils sont associations, mouvements et partis politiques à jeter leur dévolu sur l'UDBN. La cérémonie de leur accueil s'est déroulée ce vendredi 5 juin en présence de la présidente Claudine Afiavi Prudencio et tous les autres membres du bureau exécutif national. Nous sommes UDBN parce que, comme vous le savez, tout le monde cherche de l'avenir. Nous avons compris que notre avenir est dans UDBN. Nous sommes contents. C'est les enfants qui ne maîtrisaient pas la famille. C'est des enfants qui avaient laissé la famille, mais c'est des enfants qui ont retrouvé maintenant leur famille. L'autre gros grain de l'échiquier politique national qui a décidé de se fondre pour définitivement faire corps avec l'UDBN, c'est bien le Parti pour la libération du peuple, PLP, de Léonce Mbadji. Après nos 20 tentatives pour obtenir la formalisation de notre parti, nous avons continué à travailler sur le terrain. Avec l'évolution du débat politique dans notre pays, nous nous sommes plongés dans une longue réflexion. Nos conclusions au sein du bureau politique ne concordaient plus avec celles du président Léonce Mbadji. Devant cette situation, nos tentatives pour le ramener à la raison ont été vaines. Nous avons alors pris nos responsabilités en démissionnant du Parti pour la libération du peuple. Madame la présidente de l'UDBN, chers membres du bureau politique, je voudrais vous assurer de la volonté des anciens militants PLP que nous sommes devenus. Nous devenons, à compter de ce jour, des militants de l'UDBN pour servir avec détermination. Soyez rassurés. Soyez rassurés, car nous apporterons un plus au combat politique.
Après avoir salué et félicité cette courageuse décision prise par les nouveaux venus en déposant leurs valises à l'UDBN, la présidente Claudine Afiavi-Prudencio a invité les uns et les autres à un soutien sans faille aux actions du développement du président Patrice Talon. Soyez les bienvenus dans votre maison. L'UDBN ne va jamais vous décevoir. L'UDBN est effectivement un parti de l'avenir, un parti des Amazones, des soldats et des aînés qui nous donnent leurs conseils. Bienvenue chez vous, je ne dirai pas plus, vous êtes dans votre maison, nos portes vous sont ouvertes de jour comme de nuit. Patrice Talon, il est notre leader, vous le savez bien. Vous êtes avec nous pour l'accompagner dans ce développement. Le Bénin n'est plus loin de ce qui se passe dans les pays développés. Et il va falloir qu'on reste avec lui pour développer davantage notre pays. La cérémonie s'est poursuivie par une réunion extraordinaire entre les membres du bureau politique de l'UDBN, une assise élargie aux coordonnateurs départementaux. Actualité politique toujours, mais cette fois-ci au Mali, 2 semaines jour pour jour après son second coup d'État. En 9 mois, le colonel Assimi Goïta doit être officiellement investi ce lundi au Centre international de conférence de Bamako. En effet, la situation malienne préoccupe la communauté internationale et notamment la France qui a suspendu ses opérations sur place. Diriger le Mali depuis les coulisses ne lui aura pas suffi. Loin de ses engagements, le colonel Assimi Goïta va endosser officiellement les habits du pouvoir ce lundi. Une ascension express pour l'officier supérieur qui a renversé en août 2020 le président Ibrahim Boubacar Keïta. À l'époque, il assurait pourtant vouloir laisser des civils diriger le Mali pendant une période de transition limitée à 18 mois. Nous prenons l'engagement devant vous de ne ménager aucun effort dans la mise en œuvre de l'ensemble de ces résolutions dans l'intérêt exclusif du peuple malien. Nous demandons et espérons la compréhension, l'appui et l'accompagnement de la communauté internationale dans cette mise en œuvre dirigeante, correcte de la charte et de la feuille de route de la transition. Dans un premier temps, la junte a joint les actes aux paroles en nommant un président et un premier ministre, tous deux civils. Assimi Goïta s'octroie alors le poste de vice-président, mais ses bonnes intentions ne durent que 8 mois. Le 24 mai dernier, le colonel fait arrêter les 2 hommes à la tête de l'exécutif de transition. Il se fait dans la foulée déclarer président par la Cour constitutionnelle. Plusieurs pays, dont la France, demandent des garanties, la nomination d'un Premier ministre et la confirmation d'élections. Des exigences en partie entendues. Selon des médias maliens, Choguel Kokala Maïga, figure du collectif M5 RFP, devrait être nommé à la tête du gouvernement. En attendant la concrétisation de ces annonces, la France suspend ses opérations avec l'armée malienne. La France a décidé de suspendre à titre conservatoire et temporaire les opérations militaires conjointes avec les forces maliennes ainsi que les missions nationales de conseil à leur profit. Ces décisions seront réévaluées dans les jours à venir au regard des réponses qui seront fournies par les autorités maliennes. C'est donc une nouvelle page d'incertitude qui s'ouvre à Bamako. Une instabilité politique à laquelle s'ajoute une situation toujours préoccupante au Sahel. Cette semaine, 2 attaques djihadistes ont visé des villages au nord-est du Burkina Faso, les plus meurtrières depuis 2015. Élection présidentielle au Pérou, Fujimori pourrait être la première femme présidente de l'histoire du pays. La candidate du parti de la droite populiste a 52% des voix selon les résultats partiels et son rival de la gauche radical Pedro Castillo 47%. Il faudrait attendre le dépouillement complet des bulletins de vote pour confirmer la victoire de Fujimori. Keiko Fujimori, toute proche d'accéder au pouvoir selon des résultats partiels officiels. Au terme d'un duel serré à l'extrême, c'est la candidate de la droite populiste qui devrait succéder au président par intérim depuis novembre dernier, le centriste Francisco Sagasti. Du côté de son adversaire Pedro Castillo, ce serait la douche froide en cas de défaite. Les sondages avant le vote de dimanche étaient légèrement en sa faveur. L'instituteur de profession, caractérisé par son crayon et son couvre-chef,
avait mené une campagne centrée sur une politique interventionniste en vue de réduire la pauvreté dans le pays. Si ces résultats se confirment, Fujimori devra faire face à de grands défis à tous les niveaux, dans un pays qui subit de plein fouet les conséquences de la pandémie et qui voit les crises politiques se succéder ces dernières années. Au niveau personnel, son élection lui permettrait d'échapper à la justice le temps de son quinquennat. La fille de l'ancien président Alberto Fujimori, lui-même actuellement derrière les barreaux pour corruption et crimes contre l'humanité, est mise en cause dans un scandale de corruption pour lequel elle a déjà passé 16 mois en détention provisoire. Et ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.